Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc on commence ce grand cycle qui s'appelle « Faire de la politique pour la ville ». Alors, faire de la politique pour la ville, quand on m'a demandé de m'occuper du cycle au printemps, on était évidemment en pleine période électorale, peut-être avec une saturation de politique, mais en même temps une frustration que les débats sur la ville aient été relativement, pour ne pas dire complètement absents, des questions du débat électoral, ou de façon assez parallèle, plutôt du genre les métropoles contre les restes des territoires, les fractures sociales, enfin un certain nombre de thèses qui sont maintenant assez portées sur les fractures sociales entre les très grandes villes, les métropoles, et les campagnes, voire un certain nombre, et c'est notre sujet d'aujourd'hui, un certain nombre de villes moyennes qui se porteraient mal. Et puis aussi une frustration, parce qu'à nouveau, on a des compositions de gouvernement qui sont plus une façon d'organiser la vie politique ou de partager la vie politique que d'avoir des ministères qui puissent correspondre à des politiques plus cohérentes. Alors, juste un mot pour nos invités. Donc, Yves Dauge, que je vais présenter tout à l'heure. Donc, il y a un premier parti du cycle qui va être un peu réguler le public et le privé. C'est un des grands sujets d'aujourd'hui, c'est l'émergence d'acteurs puissants du secteur privé. C'est pas nouveau, notamment dans la grande distribution, et ils sont très déterminants, mais c'est aussi maintenant dans l'aménagement urbain de grands opérateurs qui sont très importants. Donc comment ils fonctionnent? Les invités que nous avons sollicités, qui ont eu l'amabilité de répondre et très rapidement, ils ont beaucoup de titres chacun, c'est des gens d'expérience, donc à chaque fois ils sont invités à un titre plutôt qu'à un autre, donc je ne vais pas faire leur CV à chaque fois. Donc Jean-Luc Poitvin, dans ce cadre-là, c'est un patron de Nexity, qui est un des grands opérateurs des grands projets urbains français, qui connaît très bien, qui sait parler à différentes audiences et notamment aux architectes. Jean-Noël Carpentier, il était député-maire jusqu'aux dernières élections, mais il est maire de Montigny-les-Cormeilles. Et il se trouve que je connais bien parce que je travaille avec lui pour essayer de faire bouger une grande zone commerciale. Donc on a fait un petit opuscule qui raconte cette aventure, qui s'appelle Le maire, l'architecte et le centre commercial. Et donc on viendra raconter très très concrètement c'est quoi la vie d'un maire, plus généralement, et c'est quoi essayer de faire bouger des acteurs comme un Carrefour ou une zone commerciale. Et c'est pas de la tarte pour parler un peu trivialement. Donc Jean-Pierre Sueur va dialoguer avec Frédéric Bonnet. Jean-Pierre Sueur est un député, un sénateur qui a été président de la commission des lois, ancien maire d'Orléans, qui a beaucoup d'intérêt pour les questions urbaines. Il a fait plusieurs rapports sur cette question-là que vous pouvez consulter. Il y a même 3 volumes, je crois, à la ville du 21e siècle, carrément, où il a beaucoup auditionné, beaucoup restitué. Et il a beaucoup d'expérience sur que peut-on faire à l'Assemblée nationale sur les questions urbaines, à l'Assemblée nationale et au Sénat. François Berthière est président de Bouygues Immobilier, il est membre du conseil d'administration de l'école, et donc c'est une façon qui nous raconte un peu ce que c'est que, vu de Bouygues Immobilier, comment fonctionnent des grands opérateurs d'aménagement urbain tels Bouygues Immobilier, très concrètement, comment ils négocient le foncier, comment ils négocient les projets, et plus largement, je lui ai demandé de voir comment il voyait l'avenir des architectes dans cette évolution, puisque ces groupes intègrent de plus en plus d'architectes, et ce serait intéressant de savoir pourquoi. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ou les deux? On va passer ensuite à une seconde partie d'un cycle. Il devait y avoir Patrick Bouchin, mais maintenant il est devenu le conseiller officieux de la ministre de la Culture, et donc il n'a pas pu se libérer. Donc c'est plutôt comment faire des projets dits infaisables. Et donc on a invité une équipe de jeunes, je ne sais pas s'ils sont architectes, mais ils sont assez géniaux. C'est Jean-Baptiste a fabriqué le GR 2013 à Marseille, c'est-à-dire qu'il a négocié avec toute une série de propriétaires fonciers un grand parcours autour de Marseille qui permet de comprendre Marseille en traversant les zones commerciales, les friches industrielles, les quartiers nord, etc. C'est une expérience absolument passionnante. Vous partez de la gare d'Aix. Alors, si vous avez 10 jours, vous le faites en étapes, et sinon, vous pouvez prendre des segments, et ils vont raconter comment est-ce qu'ils ont fabriqué, négocié cette chose qui, finalement, s'est installée. Et ils sont en train de faire la même chose pour le Grand Paris, avec son collègue que, lui, je ne connais pas, mais il m'a dit que ce serait bien de l'inviter. Et puis, j'ai un problème avec mes lunettes, donc vous arrivez à lire, je ne vais pas écorcher le nom. Le 28 novembre, François Delarosière, qui est un type formidable, qui est
le directeur artistique de La Machine. La Machine, c'est ceux qui font toute cette grande équipement à Nantes, avec ces grands spectacles de rue, avec l'éléphant qui est le plus connu, mais il en a fait en Corée du Sud, il en a fait à Anvers, il en a fait... Donc il a une grande motivation, c'est faire bouger l'espace public, et une capacité à le faire, puisque entraîner des centaines de milliers de personnes dans les rues, derrière ces grands engins, et puis faire que même son équipement à Nantes est devenu un vecteur d'attractivité extraordinaire pour la ville de Nantes, c'est passionnant. Il va montrer des films et un certain nombre de ses spectacles. Pour terminer, trois interlocuteurs sur la question très politique et très sérieuse du logement économique et du logement, même, je dirais, pour les sans domicile fixe. Et donc, on a invité trois personnes. Louis Gallois, qu'on ne présente plus, qui a beaucoup de titres, qui a été président de la SNCF, président d'Airbus, qui a fait le rapport fameux sur la compétitivité de l'économie, mais il est très engagé. Il préside les associations pour le logement, donc il fait lobbyiste en chef pour essayer d'influer sur les politiques gouvernementales en matière de logement. Donc il a accepté, ce qui est très gentil, c'est un monsieur très occupé, de venir parler de ça. Heng Shai-kyang, c'est l'ancien directeur de l'université de Singapour qui travaille beaucoup avec les Chinois, donc il va parler aussi de la question du logement de masse en Chine, mais aussi à Singapour. Et John Whitaker, qui est déjà venu l'année dernière, qui dirige l'école doctorale de l'école de Sao Paulo et qui était secrétaire d'État au logement de l'État de Sao Paulo. Et donc il a dû se confronter, lui qui était plutôt un académique, politisé certes, mais qui n'avait pas l'expérience directe de la politique, a passé un an à discuter avec les habitants des favelas pour voir comment est-ce qu'on peut trouver ou pas des solutions au problème du logement. Donc vous voyez un cycle en 3 parties qui va essayer de balayer des sujets certes assez divers et des gens qui sont des acteurs de la politique au sens large du terme. Alors maintenant, je vais présenter en deux mots Yves Dauge. Yves Dauge a de multiples expériences et c'est pour ça que c'est précieux. Il a à la fois s'occupé d'une direction importante au ministère, puis il a été conseiller auprès du président de la République, il a travaillé au moment de banlieue 89, il a été maire de Chinon, puis député, puis sénateur toutes ces 10 dernières années, 15 dernières années. Et on lui a demandé, il vient de rendre un rapport, et c'est à ce titre-là qu'on l'a invité, je le remercie beaucoup d'être venu, sur un sujet qui est devenu émergent, en tout cas dans la presse, qui est la question de la situation des villes moyennes. Alors c'est souvent, si vous avez feuilleté un peu les journaux, ou même en regardant le tableau des revues de presse en bas, c'est la question de la vacance des commerces, qui peut atteindre 15, 20, 25% dans un certain nombre de villes, et qui crée une spirale, et notamment dans les centres historiques, et qui crée une spirale avec vacances commerciales, vacances des logements, enfin, dans un sens ou dans l'autre, dumping dans la périphérie, et donc un cycle infernal a commencé à s'installer dans un certain nombre de villes moyennes. Donc que faire? Beaucoup de maires s'arrachent les cheveux sur cette question, et le gouvernement précédent a demandé un rapport à Yves Dauge dont il va nous expliquer un certain nombre des tenants, des aboutissants et des espérances qu'il peut porter. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai fait ce travail au début de l'année 2016. Pourquoi le travail a été fait à la demande de Manuel Valls à l'époque, parce qu'on venait de voter la loi création, architecture, patrimoine. Je pense que ça serait utile que vous la regardiez, parce que c'est une loi qui marque quand même une assez grande étape dans l'approche sur la question des centres historiques. Disons qu'elle fait pendant un peu à ce qui s'est passé en 1962 avec la loi Malraux sur les centres historiques et la création des plans de sauvegarde et de mise en valeur, qui s'est développé de manière assez lente, mais assez remarquable. Je dis, vous savez, à l'époque, dans ces années-là, fin des années 50 et début des années 60,
le regard de la France sur les centres historiques, c'était qu'il fallait les détruire. Vous savez qu'on a échappé de peu à des destructions massives. Bon, il faut dire que certains avaient été très endommagés par la guerre et d'autres étaient dans l'insalubrité. Donc, voilà. La loi Malraux, elle a produit des effets assez remarquables sur une centaine de villes, disons, des secteurs sauvegardés, notamment des villes assez importantes. Vous les connaissez sûrement, Bordeaux, bien sûr, le Marais, bien sûr, et Nantes. Et bon, on peut dire que il y a eu, autour de cette loi, autour de la fabrication de ces plans de sauvegarde et de mise en valeur, un savoir-faire français qui s'est développé, y compris à l'international d'ailleurs, une maîtrise d'œuvre assez remarquable, fondée sur une méthodologie. Ce sont des études assez lourdes, qui sont très coûteuses, qui durent des années, car elles sont fondées sur ces études sur un inventaire extrêmement détaillé du patrimoine urbain, immobilier, y compris à l'intérieur des immeubles. Et à partir de ces inventaires très très détaillés, un plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis en place. Il est approuvé par l'État et il détermine un certain nombre d'outils et d'actions pour la réhabilitation des centres. Le problème qui s'est passé, c'est que un nombre important de villes n'ont pas suivi. Bon, ça, on est sur le sujet tout de suite là, des villes moyennes et des villes plus petites. Beaucoup de villes n'ont pas suivi pour des raisons multiples, mais il y a eu un décrochage économique, bien sûr, très important. Et beaucoup de centres-villes, au lieu de suivre cette évolution positive que j'ai indiquée, se sont dégradés et continuent à se dégrader. Alors le sujet était si préoccupant, la loi qui crée un nouveau dispositif qu'on appelle site patrimoine remarquable, c'est l'appellation site patrimoine remarquable de toutes les villes qui sont concernées par les questions de centre historique. La question est apparue si difficile par rapport à un nombre de villes très importantes, je pourrais dire, grosso modo, on est sur 600 villes en France, hein, petites et moyennes, que on s'est dit qu'il faut absolument enclencher un processus parallèle à la loi, opérationnel pour rentrer dans l'action. On ne peut pas une loi qui va modifier les procédures. Il faut qu'on ait aussi une approche opérationnelle. Et donc, c'est ce que je suis employé à faire. Mais c'est ça ce que je vais expliquer maintenant. Alors, j'ai de micro. Ou alors je parle sans micro. Non. Merci beaucoup. Donc l'idée que j'ai développée consiste à dire, sur une géographie particulière de villes, petites et moyennes, dont il faut essayer de voir précisément à travers certains critères quelle est la situation. On ne va pas prendre toutes les villes petites et moyennes, ça n'a pas de sens. Il faut s'attacher par des critères à prendre en compte des villes qui ont des caractéristiques qui appellent un processus politique, opérationnel assez radical pour éviter de continuer la dégradation dans laquelle ces centres historiques se trouvent. Alors, la question est très complexe parce qu'on ne peut pas se fier comme ça à des... Il y a des villes qui ont l'air d'aller bien et en réalité qui ont des problèmes très graves. Et l'inverse est vrai aussi. Il y a des régions où les choses se passent pas si mal. En Bretagne, par exemple, en réalité, vous avez le Grand Est et le Nord, la Bourgogne, avec des situations
assez critique. Vous avez des particularités sur Occitanie et Provence-Côte d'Azur avec des phénomènes d'immigration dans les centres-villes qui sont très très compliqués. Donc il faut bien regarder la géographie, les critères et essayer d'identifier un plan national qui va se consacrer à une série de villes dont on va déterminer région par région le nombre dans un accord entre l'État et la région. Tout de suite, je suis dans un processus opérationnel où l'État va s'engager avec les régions et les villes, bien sûr, choisies. Pour enclencher l'exercice, on a pris 3 régions expérimentales, la région Centre-Val de Loire, la région Occitanie et la région Grand Est. Dans chacune de ces 3 régions, on a identifié une demi-douzaine de villes qu'on a choisies pour voir comment appliquer les préconisations que je fais. Mais ensuite, on ne va pas rester dans l'expérimentation, on va développer le programme sur toutes les régions. L'idée première à laquelle je me suis attaché, c'est de dire il faut tout de suite poser le problème de la relation avec les villes plus puissantes. Vous avez des villes puissantes, les métropoles, en donnant un sens un peu large à la notion de métropole, parce que vous savez, il y a 22 métropoles qui ont été choisies par le gouvernement. Mais bon, moi je connais des villes qui ne sont pas dites métropoles, qui ont un certain dynamisme, donc je prends les villes dans les régions qui se développent, qui marchent bien, et autour de ces villes, je regarde la situation des villes moyennes et petites qu'on aura identifiées, et je dis la première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de reconnecter les territoires entre eux, de réarticuler les territoires de ces villes qu'on va prendre dans le plan national et la ville métropole. Donc je suis dans une opération qui consiste à trouver des alliances, retenez ce mot-là parce que je l'ai vraiment mis en avant, des alliances entre les villes petites et moyennes et les grandes villes. Mais des alliances sur quoi? Sur les fonctions urbaines essentielles. C'est-à-dire la mobilité. Comment recréer de la mobilité entre les capitales régionales, les métropoles ou les villes chefs-lieux importantes et les villes secondaires, les villes plus isolées. La question de la mobilité, vous le savez très bien, est absolument fondamentale. Elle est très difficile à régler. Il y a des progrès qui se font ici ou là, il y a des exemples intéressants, mais c'est un sujet majeur. Et ça se négocie avec la ville capitale, mais avec le département et la région qui ont des compétences dans le domaine. Donc il faut absolument traiter cette question de la mobilité. C'est un des sujets majeurs au titre des alliances. Mais il faut aborder la question des grands équipements. Et les grands équipements, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la santé. La santé, hein, vous le savez très bien, est un des blocages qui peut empêcher le développement d'une ville moyenne et petite. Pour trouver une solution aux problèmes de santé, il faut un partenariat à construire avec l'hôpital le plus important, notamment le CHU. Dans mon expérience personnelle, puisque j'étais maire d'une ville comme Chinon, de Chinon, que vous situez à peu près sur la Loire, j'étais à 50 km de Tours. Bon, j'ai un hôpital de petite taille, en grande difficulté, hein, quand je suis arrivé il y a quelques années là-bas, bon, qui est en déclin. Et la question, c'est comment on le sauve. On ne le sauve pas en se contentant de dire qu'il ne faut pas fermer. On se sauve en construisant avec le CHU un nouveau partenariat pour développer des fonctions que nous ne pouvons pas garder seuls. Et il faut trouver avec le CHU, avec l'aide, avec le centre hospitalier régional, avec l'aide de l'Agence régionale pour la santé, il faut construire une relation avec la direction générale du centre hospitalier régional, hein, pour voir quelles sont les fonctions qu'il peut développer avec nous dans une relation concrète avec nous de manière plus efficace que ce qu'il pourrait faire seul. Hein. Et c'est ainsi qu'on a sauvé une maternité autour des questions de l'obstétrique et de la chirurgie obstétrique. C'est ainsi qu'on a créé des services d'accueil
de cancérologie. On est à 50 km. Si on était plus loin, ça serait peut-être plus difficile, mais bon, on est quand même dans une géographie qui permet de le faire dans beaucoup d'endroits en France. Donc vous voyez, c'est un exemple, ça, de construction autour du thème des alliances, de construction de fonctions essentielles. Hein, et vous imaginez que la question de la santé, avant d'en venir au patrimoine, hein, c'est quand même le fond de l'affaire. Hein. Vous ne pouvez pas développer une ville si vous n'avez pas réglé ces questions de mobilité, de santé. Je peux parler de l'éducation. Avec l'université, qu'est-ce qu'on peut faire ? Hein, et j'ai illustré l'affaire chez moi en disant, moi je suis dans une région qui est très marquée par la question des fleuves et des rivières, la Loire, la Vienne, le Cher, l'Indre. Donc je suis dans un bassin, comme dans beaucoup d'autres pays, qui pose des problèmes de gestion des corridors fluviaux. Hein, et les relations très complexes de l'eau et des berges, de l'eau et du bassin fluvial avec des problèmes d'écologie. Donc j'ai discuté avec l'université et on a créé à Chinon. Vous voyez, ce n'est pas un démembrement de l'université, c'est une fonction nouvelle que l'université a développée sur une ville comme la mienne à l'époque, sur la question de la gestion des corridors fluviaux. Il y a de la formation de base. Hein, il y a des diplômes sur le sujet, il y a de la formation professionnelle, il y a de la recherche, il y a de la coopération internationale, et on a créé l'Institut des milieux aquatiques et des corridors fluviaux. Donc, vous voyez, ces relations sur le thème des alliances que je crois pouvoir développer avec les grandes institutions, elles ne consistent pas à prendre un morceau des grands pour en faire un petit morceau chez soi, elles consistent à avoir une relation de création de services et d'activités nouvelles. On est dans une problématique de développement. Bon, et il faut savoir le faire, ça ne se fait pas tout seul, et je vais revenir au savoir le faire. Mais je peux prendre l'exemple de la culture. Nos villes petites et moyennes, elles peuvent parfaitement bénéficier de conventions et d'accords avec les grandes institutions culturelles. On est un des pays qui a le plus d'institutions culturelles. Hein, prenez n'importe quelle capitale, vous avez un orchestre, vous avez un centre de création contemporain, vous avez un centre sur la danse, vous avez le théâtre. Bon, enfin, je dirais, personne n'utilise ces compétences et la puissance culturelle des agglomérations. Même ma ville de Tours, qui n'est pas une grande métropole, a tous les équipements culturels. Hein. Et à 50 km, moi, je n'ai rien. Eh bien, si vous négociez sur ce thème des alliances avec les puissantes institutions culturelles, qui sont à 50, 40 ou 50 km de chez vous, vous trouverez des accords et ces institutions culturelles viendront faire de la programmation chez vous et elles le feront également, comme je le disais tout à l'heure, d'une manière différente que ce qu'elles font chez eux. Et les artistes qui viennent apprécient énormément l'accueil dans des villes moyennes parce qu'ils viennent la veille, ils sont reçus, on les invite à dîner, on les accompagne, on a un contact avec les artistes, avec tous ceux qui sont dans le domaine de la création, qui est très différent de ce qui peut se passer dans les grandes villes. Il y a un plus énorme. Donc ça, évidemment, on peut le jouer partout. Ça se fait un peu, mais pas assez. Et vous voyez, je suis sur santé, je suis sur mobilité, je suis sur création, hein, et je peux continuer sur la thématique des alliances. Mais pour faire des alliances, il faut une capacité de création des contenus de ces alliances. C'est un mot qu'il faut utiliser en lui mettant du contenu et en mettant de la création. Il faut de la maîtrise d'œuvre. Et j'en viens à la question fondamentale que j'ai mise en avant dans mon rapport, c'est celle de la mise en place dans les villes que nous aurons choisies de ce que j'appelle les ateliers de maîtrise d'ouvrage urbaine et patrimoniale, bon, patrimoniale, culturelle, on peut les appeler. Ce sont des ateliers permanents hein, qui vont être créés dans chaque ville. C'est sur le plan de la méthode que je préconise, c'est une condition préalable. S'il n'y a pas dans chaque ville qui aura été retenue une équipe permanente autour d'un chef de projet, identifié, financé, autour duquel on aura agglutiné toutes les compétences possibles qu'on peut rassembler, des compétences qui viendront de l'agence d'urbanisme la plus proche. Hein. C'est possible d'avoir un accord avec l'agence d'urbanisme la plus proche pour qu'il y ait des travaux, avec le conseil d'architecture et d'urbanisme,
avec le service départemental de l'architecture de l'État, avec l'architecte des bâtiments de France, avec la direction de l'environnement également, c'est-à-dire avec l'équipe du parc naturel. Vous avez 55 parcs naturels en France. La plupart de ces parcs, ils ont des équipes de 20, 30, 40 personnes parfois, avec des architectes, des urbanistes. Bon, c'est un monde extrêmement vivant, plein de compétences. La plupart du temps, ils ne travaillent pas avec la ville-centre, parce qu'ils sont sur plutôt l'espace rural, le territoire au sens large du terme. Donc il faut reconnecter. L'idée, vous voyez, on ne crée pas une agence d'urbanisme au sens où il en existe dans les grandes villes. On crée autour d'un chef de projet un ensemble de relations avec ce qui existe mais qui n'est pas interconnecté. Et on embauche quand même par des vacations des professionnels, un paysagiste, un urbaniste, un architecte. Autrement dit, on crée sur place, dans chaque ville, un niveau de compétence, une équipe qui va se mettre à travailler sur le projet urbain de la ville tout entière. Parce que si le centre était, dans l'approche que j'ai développée, la question première, compte tenu de l'extrême difficulté qu'on rencontre dans les centres historiques de ces petites villes, l'idée c'est de créer une dynamique et un projet global sur toute la ville et d'articuler immédiatement centre, urbain et périphérie. On a en fait dans ces villes deux échecs. Un échec grave sur le centre qui se dévitalise. Il y a énormément de logements vides. Le commerce a disparu largement en rez-de-chaussée d'immeubles. On comprend pourquoi, parce qu'il n'y a plus personne dans la ville. Les gens s'en vont. Où ils vont? Ils vont en pavillon à l'extérieur. Et il peut y avoir un phénomène où même la ville, en crise grave que je décris, a vu sa population augmenter parce que l'on a développé dans sa périphérie un mitage général d'opérations, vraiment, je dirais, vraiment détestables, et qui ont vidé le centre-ville et qui, en même temps, ont détruit l'environnement de la ville et gâché l'urbanisme périphérique. Donc il faut absolument aborder la question de ces villes en prenant comme une option fondamentale le projet global sur la ville, articulation entre la périphérie et le centre et la périphérie. Mais voilà, je renvoie à l'équipe permanente, à l'atelier permanent d'urbanisme et d'architecture qu'on a mis en place pour travailler sur ce sujet et nous proposer un plan d'action pour gérer cette situation qui est quand même très difficile. Ça, c'est dans la logique de l'approche opérationnelle. Vous voyez, c'est le point sur lequel j'ai du mal quand même à convaincre les pouvoirs publics, parce que si tout le monde peut adhérer à l'idée, il faut la mettre en œuvre avec des moyens de fonctionnement. Donc il faut trouver des crédits pour financer le chef de projet, parce que la plupart de ces villes n'ont pas l'argent suffisant, et si vous allez dans une ville pour leur dire qu'il faut embaucher un chef de projet, ils vont vous dire on n'a pas d'argent, donc on n'embauche personne. Donc il faut absolument qu'on arrive à trouver des moyens financiers, c'est la proposition qu'on est en train de discuter dans la mise en œuvre de ce plan avec le gouvernement, pour qu'on dégage des moyens financiers. Ces moyens financiers, ils peuvent venir du ministère de la Culture, parce que le ministère de la Culture finance les plans de sauvegarde et les plans de valorisation du patrimoine, qui sont les outils qui sont en place sur les centres historiques. Ça coûte cher, et le ministère de la Culture, aujourd'hui, n'a pas les moyens de le faire. Donc si on veut aborder la question, il faut que le gouvernement se rende compte que ces lignes budgétaires, dans les arbitrages budgétaires, on y est là. C'est la question que je pose moi, en ce moment au gouvernement, qui m'a demandé de continuer le travail que j'avais fait avec l'ancien gouvernement. Je le fais. Et je dis, mais écoutez, si vous ne prenez pas immédiatement dans la discussion budgétaire des mesures sur des lignes budgétaires de ce type, de toute façon, on pourra toujours parler, il faut sauver les villes moyennes, mais il ne se passera rien. Mais je peux vous garantir que ce n'est pas gagné. Parce que nos amis du budget, ils ne voient pas du tout les choses comme je le dis. Et le ministère de la Culture, qui porte dans cette affaire un rôle majeur, parce que c'est une vraie question culturelle, il est faible politiquement. Il s'est affaibli au cours des années.
Donc on part avec un handicap. Bon, je me tourne aussi vers la direction de l'habitat, de l'urbanisme, la direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, qui est dirigée par un excellent directeur, Paul Delduc, que tu connais sûrement. Hein, et lui, il veut lancer la notion d'atelier de territoire. Il a raison. Et moi, je dis, mais absolument. Hein, dans la perspective que je décris, hein, les ateliers de territoire que la direction de l'urbanisme veut mettre en place, hein, je les soutiens et je dis au gouvernement, dans le débat budgétaire, et je dis aux députés et aux sénateurs, dans le débat budgétaire, regardez les lignes budgétaires, hein, où vous pouvez remettre de l'argent, hein, pour soutenir cette création, cette activité autour des ateliers. Bon, mais ça vous concerne directement, ce que je dis, hein, parce que tout ça, c'est du boulot, hein, en fait. Hein, c'est pas seulement des fonctionnaires qu'on embauche, parce que vous avez vu que mon idée, c'est plutôt de faire travailler autour du chef de projet plusieurs organismes et des professionnels, avec un budget de fonctionnement qui permet de payer par convention un architecte, un paysagiste pour l'associer à l'atelier qu'on va mettre en place. Hein. Donc il y a un potentiel énorme. Hein. Là, je ne cache pas que si on réussissait ça, avec finalement relativement peu d'argent, hein, par rapport à d'autres investissements très lourds. Hein. Si on réussissait à couvrir la France, et notamment ces villes en difficulté, d'équipes locales, appuyées peut-être au niveau régional également, parce qu'on peut imaginer, dans la description que je fais, bien sûr, je privilégie la création dans la ville de l'atelier d'urbanisme et la maîtrise d'ouvrage urbaine, mais je pense aussi que l'on peut, au niveau de la région, entre l'État et la région, créer une sorte de mission d'appui qui viendrait appuyer l'ensemble des villes en plus, hein, pour leur dire de temps en temps, on va chez vous, on vous apporte une expertise, on vous aide pour monter un concours, pour monter un projet urbain un peu compliqué, on remet de l'argent. Hein. Pour l'instant, dans ces villes, vous savez, la plupart du temps, il n'y a personne pour faire ce boulot. C'est vide, hein. Nos grandes agglomérations ont des agences. Les parcs naturels, comme j'ai dit, ont des équipes. La typologie de ville que j'ai décrite n'a plus personne. On a éliminé tout ce qui est compétence dans le champ qui nous concerne. Et l'État s'est affaibli en plus dans ses directions générales. Donc c'est le préalable. Hein. Il ne se passera rien si nous ne faisons pas ça. On a, je reviens une seconde sur une procédure qui a été inventée il y a un an et demi, qu'on appelle les centres-bourgs. D'abord, j'ai dit, c'est pas tellement l'appellation qui me convient, parce que le mot bourg n'est pas exactement celui qui convient à des villes. Une ville, c'est une ville. Un bourg, c'est autre chose. Et ils ont mis l'appellation centre-bourg jusqu'à 50 000 habitants. Imaginez qu'à Bourges, que vous avez pris, hein, c'est un centre-bourg dans l'appellation du ministère. Ça ne colle pas du tout. Hein. Donc, c'est quoi un centre-bourg? Bah, en fait, c'est une ville la plupart du temps. Et c'est quoi la procédure? Bah, c'est un guichet. Il faut faire un appel d'offres. Il faut faire un dossier, il faut être jugé, ça demande 1 an, et puis ensuite on vous donnera 3 sous pour faire une opération ponctuelle qui ne résout en rien l'approche que je suis en train de définir devant vous, qui est une approche globale, qui nécessite un investissement long sur l'ensemble de la ville, avec des moyens permanents. Hein. Et là, on fait du ponctuel, on ouvre un guichet, on fait un concours, on jette un peu d'argent, hein, pour essayer de dire qu'on s'occupe des sujets, mais ça ne marche pas. On gâche de l'argent, en fait. Et on est complice d'une situation, hein, qui ne changera pas. Hein, moi, je le dis par expérience. Hein, bien sûr, on comprend le maire qui dit « Ah ben, il y a un guichet qui vient de s'ouvrir, il y a peut-être 3 sous à prendre, on y va. » Bon, très bien. Mais on fait fausse route. Hein. Il faut absolument prendre en compte la démarche globale et l'investissement lourd en matière de connaissances, en matière de projet global pour maîtriser. Parce que vous êtes confrontés, vous serez confrontés dans cette affaire-là à des forces contraires, hein, qui jouent chacun dans leur camp pour monter des opérations dispersées qui vont complètement à l'encontre de la description du projet que je fais. Mais on ne refuse pas un rond-point, on ne refuse pas un centre commercial quand on est maire, parce qu'on dit que ça fait toujours quelque chose.
Et en fait, ça ne fait qu'aggraver les choses. Bon, alors, vous voyez bien qu'on est sur un vrai débat politique en même temps, hein, et qu'il faut une vraie volonté au plus haut niveau de l'État pour lancer un projet de cette envergure. Alors, si on s'est donné cet outil, hein, qu'on considère comme vraiment fondamental et préalable, et qui concerne alors directement tous ceux qui sont dans les métiers du cadre de vie, de l'architecture, du paysage, c'est là qu'il y a un potentiel en France énorme pour embaucher dans ce domaine. Énorme. Hein. Si on considère que c'est la clé du succès, alors à ce moment-là, on se donne des chances pour réussir un parcours qui va être difficile quand même. Parce que on est confronté dans le centre historique à des situations de dégradation de l'habitat extrêmement avancées, dans la plupart de ces villes, extrêmement avancées. Hein, on est dans des villes avec des centres très resserrés, souvent des hauteurs d'immeubles assez importantes, surtout dans le sud. J'étais à Lodève l'autre jour, alors c'est un centre historique très intéressant, mais les immeubles sont 4-5 étages, hein, c'est extrêmement étroit, beaucoup d'insalubrité, hein, des commerces pratiquement fermés en rez-de-chaussée partout, de l'immigration bien sûr, hein, pas partout en France, mais dans ces régions-là, dans le Grand Est aussi. Donc des gens qui, malgré tout, sont rentrés dans ces immeubles vétustes. Hein, et certaines communes les ferment avec des parpaings pour éviter qu'ils soient occupés. Hein, pour éviter le squat, quoi, finalement. C'est le cas très vite dans des villes du Sud. Hein, et je citais souvent la ville de Grasse, que je connais, que vous connaissez, donc qui a une belle image, Grasse. Hein, sur la Côte d'Azur, c'est parfait. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont partis du centre. Ils sont allés construire des villas avec des piscines dans une vaste périphérie qui a été détruite d'ailleurs. Et le centre est l'objet d'une telle pression des populations immigrées qu'on a fermé les immeubles par des parpaings. Et le maire de Grasse, que je connais bien, qui est un collègue, Jean-Pierre Leleu, qui est un type qui était vraiment à fond pour sauver son centre, je l'ai vu la semaine dernière, il m'a dit « il y a 30 ans que je me bats pour sauver le centre et je n'y arrive pas. Avec les outils et les moyens actuels, je n'y arrive pas. » Donc le centre est en train de s'effondrer. Hein. Et bon, j'ai pris Grasse, mais je pourrais prendre Beaucaire. Hein. Ça, c'est un peu la couronne du Sud qui est confrontée beaucoup à l'immigration en plus. Hein. Donc c'est difficile hein, dans ces régions-là. Bon, j'ai parlé de Lodève, évidemment. On n'a pas pris pour l'expérimentation, on n'a pas encore pris de ville dans la région Provence-Côte d'Azur. On a pris en Occitanie, on en a pris Pont-Saint-Esprit, on a pris Mende, on a pris Lodève, donc. Mais en même temps, si vous voulez, dans cette région, je trouve des villes d'appui. Parce que je dis, il y a des villes qui savent faire. Pézenas a fait un super travail. Vous connaissez peut-être cette ville. Donc, tout n'est pas parfait, mais on voit que c'est une ville qui a surmonté cette difficulté. Parce que le maire et son équipe se sont donné les moyens. Il y a un chef de projet, il y a de la compétence. Il a réussi, le maire, à faire ça. Et puis, je peux citer Cahors. Alors, Cahors, c'est un exemple qu'on utilise beaucoup. Et moi, dans le travail que je crois qu'il faut développer, hein, il faut essayer de s'appuyer sur les villes qui ont réussi, en disant aux élus, aux techniciens qui ont travaillé, allez. Par exemple, quand j'étais à Lodève l'autre jour, j'ai dit au maire de Pézenas, venez avec moi, vous allez expliquer comment vous faites. On a passé une journée entre le maire de Lodève, la maire de Lodève à discuter. Et vraiment, on voyait bien qu'on pouvait y arriver. On pouvait s'organiser pour y arriver. Si on avait un peu d'aide en plus, ça serait formidable. Je crois beaucoup à cette capacité qu'on aurait dans les régions, localement, à soutenir des initiatives de ce type pour créer cette dynamique et cette reprise en main, je dirais, d'un projet global sur la ville, plutôt que de se laisser aller au coup par coup du n'importe quoi, aux pressions des uns et des autres, hein, parce qu'on n'a pas la capacité à gérer le territoire. Alors évidemment, on va se trouver, comme je l'ai dit, confronté à des difficultés extrêmes sur l'habitat. L'habitat dense, des centres historiques, un habitat qui est protégé la plupart du temps,
hein, par l'État, parce qu'il y a des monuments historiques partout, parce qu'il y a un plan de sauvegarde. Hein, et oui, mais la protection ne vaut pas réhabilitation. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et le conservateur est là, les services de l'État, eux, si vous voulez, ils sont plutôt dans la position de dire on ne détruit rien, on ne bouge pas. Et tant qu'il n'y a pas un projet, les services de l'État qui ont la responsabilité de la conservation, ils ne peuvent pas accompagner le mouvement. Je dois dire quand même que le monde de la conservation devra évoluer dans cette affaire, parce qu'on ne pourra pas tout garder. Et c'est là qu'on a besoin de projets urbains et de réflexion, et d'architectes et d'urbanistes, hein, pour dire, bon, sur une analyse détaillée du tissu urbain, il faut voir qu'est-ce qu'on va pouvoir garder et qu'est-ce qu'on ne pourra pas garder. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des immeubles si grands, dans un état si désespéré, on ne pourra pas les garder. Et en même temps, si vous voulez, de toute façon, il y a une telle densité qu'on ne peut pas réhabiliter si on ne démolit pas pour recréer de l'espace, recréer de la lumière, redonner, régler les problèmes d'humidité. Donc il y a un travail chirurgical lourd à faire, qui n'est pas fait et que personne ne va faire. Et il ne faut pas compter sur les services de l'État pour le faire, parce que l'architecte des bâtiments de France, dont on a besoin, lui, c'est pas son boulot. Il est là pour regarder et dire ce qui est possible ou pas. Mais s'il n'y a rien qui se passe, il dit non. Il dit on touche à rien, quoi. On attend. Voilà. Mais pendant ce temps, la ville s'effondre. Et donc là, l'atelier dont j'ai parlé, il a un rôle majeur. Mais il faudra sans doute faire appel à des architectes urbanistes autour de l'atelier. Il est possible qu'il faille lancer une étude de programmation détaillée pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour restructurer un îlot. Il est possible que sur cet îlot, il faudra élaborer un cahier des charges à l'intérieur du plan de protection pour lancer peut-être un concours, hein, et réaliser une opération avec des opérateurs publics ou privés qu'il va falloir aller chercher. On est dans l'opérationnel. On rentre dans des démarches, hein, de maîtrise d'ouvrage public, hein, qui vont s'ouvrir sur le privé aussi, hein, parce que je vois que vous l'avez évoqué, et effectivement c'est très important. Donc voyez bien qu'on s'approche, après les thématiques que je développe, hein, et qui sont des préalables, on s'approche vers la partie vraiment très opérationnelle et très difficile à régler. Pour l'instant, on a des outils qui s'appellent l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, que vous connaissez sûrement, qui fait de l'aide aux propriétaires occupants. Mais le propriétaire occupant, la plupart du temps, dans ces villes, il est tellement pauvre que vous pouvez lui donner même une subvention de 20%, il ne fera rien. C'est-à-dire qu'on est au-dessous du niveau qui permet de déclencher l'intervention des propriétaires. Donc il y a l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, hein, qui est un autre outil qui était plutôt ciblé sur les quartiers périphériques, les quartiers d'habitat social, mais que nous avons entraîné dans les centres historiques. Donc ça, c'est deux outils extrêmement intéressants dont on va avoir besoin, mais leurs conditions d'intervention actuelles ne sont pas au niveau qui permettent de les rendre opérationnels. Ça veut dire que les propositions budgétaires à faire, c'est d'élever le niveau de subvention et d'aide pour que ça bouge. Et de toute façon, quand vous allez travailler sur un îlot, vous allez dépasser la seule question du logement, vous allez travailler sur tout l'îlot, vous allez travailler sur les espaces publics, sur les réseaux, et vous ne pouvez pas tout financer par des aides simplement au logement. Il faut retrouver une sorte de fonds d'intervention urbain, hein, qu'il faut mettre en place dans chaque ville avec des moyens du FNADT, de la région, pour vraiment faire une opération choc. Hein, mais voyez des villes autour de vous, allez-y, vous verrez bien qu'on est confronté à une difficulté. C'est une question, si vous voulez, qui va toucher l'approche qu'on a eue depuis pas mal d'années sur les plans de sauvegarde. Parce que les plans de sauvegarde qu'on a fait au titre de la loi Malraux, ou les plans de valorisation d'architecture qu'on met en place, sont des plans qui ont été très marqués par la conservation. Et ils ont été tellement marqués par la conservation que finalement ils bloquent tout. Alors il y a un débat, hein, pour voir jusqu'où on va dans la conservation et la rénovation et la restructuration. Moi je milite plutôt pour qu'on ait une attitude très ouverte là-dessus, mais bon, ça ne va pas être facile tous les jours, parce que c'est vrai, il faudra des arbitrages. On peut bouger les choses si on sent qu'on est dans une dynamique. Si on n'arrive pas à créer de dynamique, on va rester dominé par une chape de plomb conservatrice.
Hein, et je ne suis pas pour la destruction du patrimoine, ni vous non plus. Mais à un moment donné, il y a des arbitrages à faire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Qui paye quoi? Et je milite beaucoup pour qu'il y ait du logement neuf qui vienne s'impliquer, s'inscrire dans la ville à la place de certains îlots qu'on va démolir. Des logements neufs, pourquoi? Parce que l'alternative au pavillon, hein, qu'on va construire en mi-temps la périphérie, elle est quand même dans le centre-ville, du logement spacieux, confortable, lumineux, et on le trouvera en réhabilitation, mais on aura une limite et il faudra construire du neuf, avec des concours, avec de l'architecture, avec de la création. Il faut aussi que ces villes se fassent remarquer par des opérations d'urbanisme et d'architecture qui vont leur donner une autre image. Parce que trop de patrimoine finit par tuer le patrimoine. Hein, alors, je prends un risque en disant ça, hein, parce que, bon... Mais on peut le dire entre nous. Faut savoir gérer ça. Il faut savoir gérer ça. Si on a cette ambition pour les centres, vous aurez peut-être d'autres interventions qui iront dans mon sens, je l'espère. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le domaine de la création. Hein, et de la relation entre patrimoine et création, entre patrimoine et architecture contemporaine. Hein, je crois que c'est... Regardez les grandes villes, elles se sont donné une image de création architecturale dans les centres-villes qui est exceptionnelle. Hein, c'est quand même un succès. Il faut basculer ce succès dans cette zone de ville qui ne crée plus rien. Il n'y a plus de création. Donc on est sur une proposition, là, sur la question du logement, vous voyez, qui est profonde, qui va loin, qui nécessite un renforcement des outils sur le plan budgétaire, et on aborde à cette occasion la question de la fiscalité. Vous savez que le système Malraux a fonctionné avec la possibilité de déduire de ses impôts les investissements que le propriétaire fait dans sa réhabilitation à condition qu'il loue 9 ans. Bon, à ce moment-là, il peut défalquer de ses impôts le montant des travaux dans une proportion que je ne rentre pas dans les détails, il peut pas défalquer 100%, mais une certaine partie étalée sur 4 ans. Bon, c'est un dispositif qui a fonctionné tellement bien que dans des grandes villes, ça a marché. C'est-à-dire que les villes riches attirent les gens riches et les gens riches réhabilitent dans les grandes villes. Et puis à côté, les villes pauvres, elles restent pauvres. Et donc l'effort fiscal que nous faisons, qui est financé par la nation, il va dans les villes riches. Pour les gens qui ont de l'argent. Bon, c'est très sympathique, mais à un moment donné, dans la proposition que je fais, je dis on arrête. On ne fera plus de défiscalisation dans les grandes villes qui ont, pendant 20 ou 30 ans, bénéficié de ce système. Et on basculera l'économie que l'on fait sur les villes de la strate dont je dis, qu'on aura choisi avec la précaution que j'ai dit, et on relèvera le taux de défiscalisation à un niveau tel que l'investissement privé, il viendra à Beaucaire, il viendra à Grasse, il viendra dans des villes, parce que beaucoup de ces villes sont magnifiques quand même, il viendra à l'Odève, et les gens investiront à ce moment-là, parce que vous ne pourrez pas faire des réhabilitations et des opérations restructurantes uniquement avec du logement social, sinon vous recréerez du ghetto. Parce qu'effectivement, le mouvement du logement social va s'investir. On va faire racheter des immeubles par les HLM, et bien sûr. On va refaire du loyer aidé au titre du logement social. Mais il faut la mixité dans cette affaire pour ne pas refaire les erreurs qu'on a fait. On part d'une situation de ghetto. Donc on ne sortira pas du ghetto si on n'arrive pas à relancer l'investissement privé. Bon, ça veut dire qu'effectivement, en ce moment, on doit pouvoir défalquer de ses impôts 35% des travaux. Je propose qu'on monte à 50% et même dans certains endroits au-delà, hein, pour qu'il y ait une incitation aux investisseurs privés qui fassent qu'ils viennent investir. Ça, c'est absolument capital. Si on n'arrive pas à ça, on ne sauvera pas. Ou alors on ne fera que du 100% public et de toute façon, on n'y arrivera pas non plus. Donc on va rester bloqué. Ça, c'est une décision politique. Mais le budget peut dire, mais on n'a pas d'argent. Mais si, je dirais même, je vous demande de faire une économie importante sur les grandes villes et les villes qui ont bénéficié de ce système pendant 40 ou 50 ans. Et cette économie, on la reporte dans des conditions plus efficaces,
hein, sur les quelques villes qu'on aura choisies. C'est un renversement des politiques. Hein, en fait, tout le signe du projet que je propose, c'est aller à l'encontre des politiques qui accompagnent la désespérance. Hein, et on change complètement de système. Alors, on est donc sur cette question des centres-villes, dans cette relation avec la périphérie. Vous avez bien compris que il faut lier les deux. Et j'en viens à la question du commerce. Parce que habitat et commerce, c'est indissociable. Si le centre s'effondre, comme c'est le cas dans beaucoup de ces villes, le commerce s'en va, évidemment. Il y a moins d'habitants, c'est des pauvres, de toute façon, le commerce ferme. Et on a des exemples, malheureusement, dramatiques, hein, de rues entières complètement abandonnées par les commerces, les volets sont fermés, et bon, les exemples sont nombreux, très nombreux, y compris dans des villes qu'on n'imaginerait pas. Hein, si vous connaissez Nevers, marchez de la gare jusque vers la cathédrale, et vous ferez un parcours qui vous illustrera parfaitement ce que j'ai dit. Les rideaux de commerce sont baissés, les volets sont fermés, la ville est abandonnée, hein. Le centre est abandonné. Et il va falloir remettre ça en route. Comment faire? Alors, moi je propose que on a un établissement public qu'on avait créé pour les quartiers périphériques d'habitat social, qui rachète les commerces, les réhabilite et les reloue ou les transforme. Bon. Je demande à ce que cet établissement public voit sa compétence étendue à nos villes, dans notre géographie des villes, puisse racheter les commerces. Ils ne valent plus rien, hein, entre nous. On peut les acheter 3 fois rien, mais les gens ne les achètent pas parce que il faut que ça soit racheté. Ça peut être racheté par un organisme de construction de logement social, réhabilité, reloué, revendu, et petit à petit, on remet en mouvement. Mais s'il n'y a pas un opérateur public pour le faire, il ne se passe rien. Donc il y a un outil spécifique sur le commerce à créer. En même temps, il faut regarder comment est gérée aujourd'hui la création des commerces périphériques. Vous avez une commission départementale d'aménagement commercial. Cette commission départementale donne son avis sur les créations de commerces périphériques. Elle est dans tous les départements. Cette commission fonctionne à plein. Et tous les jours, hein, il y a des projets de commerce partout en France, dans les grandes villes bien sûr, mais dans les petites, dans les moyennes, tout le temps. Tout le monde arrive, et tous les porteurs de projets, toutes les enseignes viennent. Et donc, cette commission donne pratiquement toujours son accord. Pourquoi? Parce qu'elle est composée des élus. Et les élus, quand ils ont un projet commercial dans leur ville, malheureusement, ils le soutiennent. Et le voisin, il ne va pas voter contre, parce qu'évidemment, il aura besoin de la voix du collègue le jour où il aura un projet. Donc c'est un système qui s'alimente, qui s'auto-alimente. Et pour gérer ça, normalement, alors il y a des contentieux, mais qui fait contentieux? C'est les autres grands commerces. Parce qu'ils se font la guerre entre eux. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on a dépassé le seuil acceptable de nombre de mètres carrés commerciaux par habitant, il y a encore une surenchère. Parce que les nouveaux venus, qui sont plus gros, veulent tuer les petits au nom de la concurrence. Et on n'en finit plus. C'est ainsi qu'en France, on est les champions de la création des commerces périphériques. Alors, dans les grandes villes, ça s'absorbe à peu près, mais dans les villes moyennes et les nôtres, c'est une catastrophe absolue. C'est un double échec. Échec parce qu'on a tué le centre, et échec parce qu'on a détruit la périphérie aussi. Hein, parce que ces projets se placent le long des routes, hein, sans se préoccuper en rien d'un aménagement cohérent, d'un projet d'urbain. C'est du n'importe quoi. Mais c'est là que je dis l'État est complice de ça, gravement. Hein. Et ça continue, hein, ne croyez pas que ça s'arrête. Hein. On ira jusqu'au bout avec ce système. Hein. Alors, comment freiner ça? Donc, il y a une loi qui gère normalement les critères d'attribution. La loi a été revue plusieurs fois, mais elle a laissé des critères trop vagues. Si on parle de paysage dans la loi, bon, il faut voir. Moi, j'ai été membre de la Commission nationale d'aménagement commercial longtemps, où on voit tous les contentieux nous arriver. Hein. Si vous voyez les projets paysagers,
des surfaces commerciales. Franchement, c'est un grand parking le long de la route, évidemment. Et sur le parking, on vous explique qu'on plantera des arbres. Bon, vous avez d'ailleurs souvent vu le résultat. La plupart des arbres sont crevés. En fait, c'est un parking paysager, soi-disant. Mais c'est nul, c'est du niveau, vraiment. Je veux dire, c'est honteux. Et ça passe. Ça passe parce qu'on a mis des arbres. Donc, on a répondu aux critères paysagers. Hein. Et il faut l'accessibilité. Alors, évidemment, l'accessibilité, hein, la loi dit il faut l'accessibilité. Eh ben, il n'y a qu'à se mettre près du rond-point. Donc, le rond-point entraîne immédiatement un commerce, si on rentre là-dedans. Hein. On consomme les espaces agricoles, hein, on dénature complètement. On est à l'envers de tous les objectifs d'un urbanisme correct et de la loi sur le changement climatique, la transition énergétique. On est dans la contradiction absolue. On est sur des politiques contradictoires. Vous savez, la France est championne là. Vraiment, on ne peut pas faire plus. Hein. Et ça, c'est une situation. Alors, les premiers responsables, c'est le maire, évidemment. Mais les maires disent, ah ben vous comprenez, il faut de l'emploi, hein, ça va créer des emplois. Et puis si c'est pas moi qui le fais, ça sera fait par le voisin. D'ailleurs, c'est pas entièrement faux, parce que si la commune centre ne le fait pas, hein, dans l'intercommunalité qui est vaste, il y aura toujours un maire à 5 ou 6 kilomètres pour dire, ben moi je vais le faire. Et de toute façon, on va retomber dans un système. On est pris dans une machine à implanter du commerce qui n'est pas maîtrisée. Donc, dans ma proposition, moi, je demande qu'on utilise un critère économique qui consiste à dire on calcule par commune le nombre de mètres carrés par habitant et on le compare à la moyenne. La moyenne, on a des moyennes, on peut faire des moyennes nationales, on pourrait faire une moyenne régionale, et tout projet qui viendrait au-dessus de la moyenne serait stoppé. Déjà, pour prendre un critère économique. Ça va à l'encontre du principe de concurrence que l'Europe nous impose. Et les ministères des Finances, qui a la tutelle sur cette commission, ne veulent pas entendre parler de moratoire ou de frein à l'initiative. Il faut soutenir les initiatives, quelles qu'elles soient, alors que cette commission devrait être sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme. On a mis en place un système qui nous mène à la catastrophe, hein, disons-le. Hein. Donc moi je propose d'introduire un critère économique. Je propose de calculer le nombre de commerces vacants à l'intérieur de la ville où on prétend faire une surface commerciale. Et si le nombre de commerces vacants à l'intérieur est supérieur ou égal au commerce qu'on veut créer, je dis on arrête. J'essaie de trouver comme ça des indicateurs pour dire on ne peut pas continuer parce que mathématiquement on arrive dans des situations qui sont atteintes. Mais vous voyez, il faut changer la loi pour ça, parce que la loi ne dit rien là-dessus. Au nom de la concurrence, il faut de la concurrence pour faire baisser les prix. Ça, c'est la mécanique formidable que la France a mise en place avec les grands opérateurs hein, pour faire baisser les prix. Vous voyez les conséquences dans le monde agricole et vous voyez les conséquences sur l'urbain. C'est un système terrible. Et évidemment, ces gens sont très puissants. Donc, c'est difficile hein, d'arrêter ça. La meilleure façon d'arrêter, c'est d'avoir du projet urbain maîtrisé à la périphérie. Et dire, oui, d'accord, on va faire un projet, mais on va l'insérer dans un projet de quartier. On va l'insérer dans une vision cohérente de la périphérie. On revient sur l'atelier de maîtrise d'ouvrage public, hein, et on pourra accepter certains projets qui rentreront dans une politique qui tient la route. Mais comme il n'y en a pas, bah, si vous voulez, on est dans le coup par coup, on est sur parcelle par parcelle, le long des routes, et puis on n'a pas d'obstacle, il n'y a pas de critères qui nous permettent de tenir, et il n'y a pas de politique locale qui nous permet de mettre le projet dans un cadre qui tient à peu près, quoi. Hein. Alors, on revient toujours sur les mêmes sujets. Hein. Si on avait une bonne équipe de maîtrise d'ouvrage public sur place, de maîtrise d'œuvre, si on avait un bon projet de centre et de périphérie, on serait armé pour dire aux promoteurs, non monsieur, c'est pas là qu'il faut aller, c'est là. Hein. On a une vision, on a un projet urbain. Hein. Et ça peut se faire. Et il y a des exemples qui le démontrent. Hein. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se battre. Alors, sur le commerce, j'en dis encore un mot, on avait créé ce qu'on appelle le FISAC, qui est un fonds d'intervention pour l'artisanat et le commerce en centre-ville. C'est alimenté par une taxe sur les surfaces, les grandes surfaces. Bah, on a réussi à détruire ce fonds.
pas faire de peine aux grandes surfaces. Donc le fonds, pratiquement, au début, il a marché, il a bien marché, puis on a réduit la taxe, c'est fini. Et puis, donc moi, je propose évidemment de remettre la taxe, ça vous pourrez en parler avec des gens comme Bonnet qui connaissent ça mieux que moi, encore remettre la taxe à un niveau tel que je voudrais que le FISAC affiche chaque année une centaine de millions d'euros. Avec ce FISAC, on financerait les opérations de restructuration interne dont j'ai parlé pour dégager des surfaces importantes qui nous permettraient de créer des surfaces commerciales de plusieurs centaines de mètres, 500, 600, 700 mètres à l'intérieur, 1000 mètres à l'intérieur de la ville. À Troyes, où je suis allé l'autre jour, c'est un bon exemple, la ville de Troyes. Hein, dans une rue piétonne, derrière une façade d'immeuble très, très belle, très bien restaurée, vous avez 2000 mètres carrés de surface commerciale qu'ils ont réussi à créer au cœur de la ville. À Figeac, hein, chez mon collègue Martin Malvy, le centre Leclerc, au lieu d'être en périphérie, il a réussi à le mettre en plein centre. Bon, ça ne fait pas 5000 mètres carrés, mais il suffit d'avoir 1000 ou 1500 mètres carrés. Hein. Et moi, dans ma petite ville de Chinon, j'ai réussi à mettre une surface commerciale à l'intérieur, hein, de la ville. Mais c'est une bataille, parce qu'il faut trouver de l'espace. Le promoteur, il va dire, monsieur Doge, je veux bien aller dans votre ville, mais je n'ai pas de mètres carrés. Il faut les dégager, les mètres carrés. Et j'en reviens à la restructuration urbaine. Hein. Il faut faire de la place pour avoir des mètres carrés disponibles pour dire aux promoteurs, n'allez pas en périphérie, venez en centre-ville. En plus, il y a des opérations logement, il y aura de la population, qu'on va réinvestir le centre. Hein, et donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut articuler entre elles pour que tout d'un coup, ça redémarre. Hein, et ça peut redémarrer. Donc, je suis un peu long, excusez-moi, on peut discuter un peu, mais vous voyez bien que moi, j'essaie de, sur un problème aussi compliqué, j'essaie quand même d'avoir quelques idées clés qui permettent de dire on lance un plan sur une géographie bien précise de ville qu'on va choisir. On a une logique d'intervention, on a des points de passage obligés, on a des préalables, on rentre dans un système qui nous permet de reconstruire une politique qui n'existe plus, hein, de prendre son temps, d'être dans la permanence d'une présence locale et petit à petit, hein, de voir des résultats. C'est possible, j'ai dit, il y a des villes que j'appelle villes d'appui, parce qu'on va s'en servir pour aller chez les uns, chez les autres, expliquer que là ça marche et que là on peut le faire. Hein. Et puis je crois beaucoup que l'État et les régions, dans un accord, on dirait les régions en ce moment n'ont pas l'air très chaudes, hein, pour s'engager. Hein. C'est ça, il faut des partenaires. Hein. Il faut que l'État et les régions s'engagent dans cette affaire. Mais vous savez, pour les régions, c'est une affaire très importante. Parce que politiquement, les régions, hein, c'est leur champ d'intervention avec les départements. Hein. Certes, les régions sont obligées de financer les grands équipements dont j'ai parlé dans les métropoles, mais ce n'est pas là-dessus qu'elles vont faire leur réputation. Hein. J'ai discuté avec Philippe Richert, malheureusement, le président de la région Grand Est qui vient de démissionner, et lui, il me disait toujours, tu sais, moi je vais mettre de l'argent à Strasbourg, hein, je suis bien obligé. C'est normal, dans l'orchestre, dans les grands équipements culturels, ça lui coûte très cher, mais il n'a aucun retour. Mais tant pis, il le fait. Mais il est confronté, lui, politiquement, à la géographie que j'ai décrite. C'est là qu'il sera jugé, lui. Qu'est-ce que vous avez fait pour Langres? Qu'est-ce que vous avez fait pour Saint-Quentin? Qu'est-ce que vous avez fait pour Chaumont? Qu'est-ce que vous avez fait pour les villes qui sont en train de se casser la figure? Vous, monsieur le président de région, c'est là-dessus qu'il sera jugé. Et pas sur l'argent qu'il aura mis à Strasbourg, évidemment. Donc ils ont une espèce d'obligation, hein, politique de regarder en face cette question, hein, et de la traiter. Ça, c'est évident. Et l'État a obligation de dire à ses maires, à ses présidents de région, bon, il faut qu'on s'entende là-dessus. On n'y arrivera pas seul. On s'entend sur le choix des villes, on s'entend sur les priorités, on s'entend pour créer cette maîtrise d'ouvrage urbaine. Allez, on y va, on met le paquet. C'est le sens des propositions moi, que j'ai fait à Manuel Valls. Hein. J'avais remis ce rapport à Bernard Cazeneuve, d'ailleurs, et Bernard Cazeneuve m'avait dit, ce que tu proposes, ça touche un problème de civilisation. Vous voyez, ça va loin, cette histoire. Hein, parce qu'on voit bien, regardez les votes du Front National, où ils sont. Il faut quand même voir les choses en face. Hein. On a une espèce de sentiment que, bon, bah, n'y a rien à attendre de rien. Voilà. Alors qu'il faut remettre en route une perspective, une dynamique. L'État a une énorme responsabilité. Je pense que le fait qu'on y travaille en ce moment me donne de l'espoir. Mais vous savez, il y a un grand décalage entre le monde politique qui gouverne et la réalité telle que je la décris. Hein.
J'ai essayé de faire des groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, avec des élus pour leur dire faites des groupes intercommissions sur cette question-là et poussez le gouvernement, négociez dans le budget, allez à la bataille politique dans les assemblées pour que vous qui êtes élus quand même de terrain, hein, vous souteniez ça. Bon, je pense que ça peut bouger quand même. Hein. Et puis je pense que pour vous, c'est quand même des sujets qui touchent des champs d'intervention pour les 10 ans qui viennent extrêmement importants. C'est un peu long à démarrer, mais je pense qu'on est arrivé à un point où la prise de conscience se fait. Donc il faut se préparer à intervenir, il faut s'y préparer. Et il faut être présent sur le terrain. Voilà. Donc on a de l'espoir en vous aussi.